Bienvenue à ce nouveau rendez-vous lecture, pour lequel je vous propose de retrouver une histoire de Pierre Bellemare, tirée cette fois-ci du livre qui s'intitule « 26 dossiers qui défient la raison ». Effectivement, l'histoire que je vous propose de découvrir et qui s'intitule « Mais qui est donc Nadia ?» défie vraiment la raison. En tout cas, j'ai trouvé cette histoire tout à fait passionnante et très touchante. J'espère qu'elle vous plaira. À présent, place à la lecture, et on se retrouve juste après. Mais qui est donc Nadia ? Tiré du livre 26 dossiers qui défient la raison de Pierre Bellemare. Nous vous demandons surtout de ne pas vous fier à votre première impression en plongeant dans l'histoire que voici. Certes, vous allez voir un hypnotiseur y tenir un rôle important. Mais notre but n'est pas de traiter d'hypnose. Malgré l'insistance persistante des amateurs du mystère facile, on sait aujourd'hui qu'il n'y a dans l'hypnose absolument rien qui relève du fantastique ni de la magie. Il s'agit d'un ensemble de techniques psychologiques et mécaniques parfaitement codifiées et enseignées sous contrôle médical. Elles sont d'ailleurs de plus en plus utilisées par des anesthésistes, des dentistes ou des chirurgiens pour atténuer ou supprimer la douleur. Rien dans tout cela, donc, qui soit propre à défier la raison. Dans le récit qui va suivre, la découverte étonnante réside en une faculté jusque-là insoupçonnée de l'esprit, démontrant qu'il est capable de plonger ses racines dans une couche d'une profondeur singulière. Une capacité tout à fait insoupçonnée, jusqu'à la rencontre avec une certaine Nadia. Le gros magnétophone tourne ses bobines avec un chointement discret. Dans la pénombre, à chaque mot prononcé, à chaque craquement du plancher, à chaque bruit venu de l'extérieur, une lumière d'un verre acide tressaute sur l'appareil. C'est l'œil magique, le dispositif qui permet de surveiller le niveau du son sur un enregistreur en cette année 1961. Étendu dans un fauteuil de relaxation, un homme semble dormir. À côté de lui, assis sur un tabouret, un autre homme, penché en avant, observe le visage du dormeur. Au fond de la pièce, dans un canapé, une petite femme brune assiste à la scène. L'œil vert du magnétophone lance un éclat. L'homme endormi vient de parler. Une phrase brève, mais claire, nettement audible. « Nadia, je t'aime, Nadia. » Là-bas, la main de la petite femme brune se crispe sur l'accoudoir du canapé. Elle ne dit rien, mais dans sa lèvre, ses dents se sont plantées, faisant perler une goutte de sang. L'homme endormi se nomme Antoine Grimaud. Celui qui l'assiste dans cette expérience d'hypnose, c'est son médecin et ami, Georges Regard. Et la petite femme brune, là-bas, tamponne sa lèvre d'un mouchoir. C'est Madame Grimaud, la femme du patient qui vient de faire cette déclaration d'amour. Madame Solange Grimaud. Solange ? Mais alors, qui est donc Nadia ? Tout commence un matin de mai 1961. Antoine Grimaud, 34 ans, jeune cadre actif, s'apprête à partir vers son bureau, à la société d'aéronautique qu'il emploie, non loin de Toulouse. Il enfile une seule manche de son veston, empoigne au passage son attaché-caisse, passe au col de sa chemise une cravate et, de sa main libre, trempe dans une tasse de café un croissant frais. Bref, un matin comme les autres pour un cadre jeune et actif. Au milieu d'une bouchée, il marmonne. « So, ma cravate, s'il te plaît, chérie. » Mais Solange ne se lève pas de table pour nouer la cravate de son mari. Au contraire, elle plonge le nez dans son bol. « So, t'es mal réveillé ?» Antoine remarque les paupières gonflées, les joues rougies de sa femme. Et voilà Solange qui fond en larmes. Antoine se précipite. « Eh ben, qu'est-ce qui se passe, mon petit chat ? Il avait un gros chagrin, ce petit chat ?» Solange renifle contre son épaule.
Tu dois bien t'en douter quand même, après ce que tu m'as dit cette nuit. » »« Moi ? Qu'est-ce que je t'ai dit cette nuit qui puisse te faire de la peine ? » ?»« Oh, Antoine, tu ne voudrais tout de même pas que je prenne une chose pareille en souriant ?» Antoine va pour protester, mais Solange se lève, aide son mari à finir d'enfiler sa veste et le pousse vers la porte. « On n'a pas le temps de discuter maintenant. Ne t'inquiète pas pour moi, ça va passer. Allez, file. » À la grille du petit jardin, Antoine est rattrapé par la voix de Solange. Depuis le seuil du pavillon, elle crie « C'est mieux comme ça. Tu as eu raison de m'en parler. » Puis elle lui envoie un baiser et disparaît. Dans l'autocar de l'entreprise, Antoine se creuse la tête. « J'ai eu raison de lui en parler. Mais de quoi, grand Dieu ? Qu'est-ce que j'ai bien pu lui dire qui la mette dans un état pareil ? Et cette nuit qui plus est. Voyons, hier soir, on a dîné. J'ai travaillé sur ce dossier que j'avais emporté. Solange est montée se coucher. Quand je l'ai rejointe, j'ai dormi presque tout de suite. » Antoine n'a pas le temps de penser davantage. Le voici entraîné dans le tourbillon de la journée bien rempli de tout cadre jeune et actif. Le soir, il rejoint directement Solange à un dîner en ville. Lorsque leurs amis les raccompagnent chez eux, il est plus de 1h du matin. Moment difficile. Antoine, en pyjama, se brosse les dents, observant sa femme dans le miroir. Elle peigne ses cheveux avec une lenteur excessive. Elle ne parlera pas la première de ce qui la tracasse. Il connaît sa pudeur. Alors, il se décide. « Dis donc, Soso, à propos de la nuit dernière... » Elle était sur le qui-vive, et elle l'interrompt tout de suite. « Tu sais, Antoine, il ne faut pas t'en faire pour ma réaction de ce matin. J'avais un peu de peine, c'est normal, je crois. Mais j'arriverai à faire avec. Ne te sens pas obligé de remettre ça sur le tapis si tu es gêné. C'est le quiproquo dans toute sa splendeur. Il faut des trésors de diplomatie à Antoine pour convaincre sa femme qu'il n'a vraiment aucune idée de ce à quoi elle fait allusion. Enfin, sur le coup de 3 heures du matin, il parvient à obtenir d'elle un récit à peu près cohérent. Et il tombe des nues. Il s'avère que, la nuit précédente, il s'est mis à faire des sauts de carpe dans le lit en gémissant. « Ce n'est pas possible. Non, non, ce n'est pas possible. » Inquiète, Solange a allumé et l'a trouvé assis, pâle et défait. Elle l'a questionné doucement et il s'est mis à parler d'une certaine Nadia qui, semble-t-il, lui donne les pires soucis. Innocente, Solange a supposé tout d'abord qu'il s'agissait d'une nouvelle collaboratrice du bureau d'études. Antoine a répondu « Non, Nadia, ce n'est pas... C'est un secret. Je ne peux en parler à personne. »« À moi, ce n'est pas pareil, mon chéri. Tu sais que tu peux tout me dire. »« Non, pas ça. Pas Nadia. Je ne peux pas. Je ne peux pas. » Antoine était dans un tel état que Solange l'a pris contre elle, et c'est là, la tête sur son épaule, qu'il s'est endormi en pleurant comme un enfant. Solange a éteint, et c'est elle qui est restée les yeux grands ouverts, dans le noir, pleurant à son tour silencieusement. En entendant ce récit, Antoine est sidéré. Il arpente la chambre à coucher en se frappant le front. « Non, mais ce n'est pas vrai. J'ai dit ça, moi, cette nuit. J'ai fait ça. » « Antoine, si tu regrettes, si c'est trop tôt pour en discuter, je t'aime assez pour attendre. Tu m'en parleras plus tard, quand ce sera plus facile pour toi. »« Mais te parler de quoi, bon sang ? Je n'ai rien à dire. Je ne me souviens pas d'un seul mot que j'aurais prononcé cette nuit. Je ne connais aucune Nadia. » « Attends. Malgré le choc, j'ai apprécié ta franchise et ton courage. Tu ne vas pas maintenant te mettre à... Mais si, je te regarde bien en face
Et je te l'affirme, je n'ai aucune relation avec une Nadia. Je n'ai pas de Nadia dans mes relations. Tiens, j'irai plus loin. Je n'ai même jamais rencontré qui que ce soit qui porte ce prénom. Et voilà. Le quiproquo repartit de plus belle, dans toute son absurdité. Antoine, je veux bien me montrer la plus compréhensive des femmes. Je veux bien admettre qu'il te soit arrivé, appelons ça, un accident de parcours. Tu vois, je veux même bien aller jusque-là. Je suis heureuse que tu m'en aies parlé, et je conçois qu'il te soit pénible d'en dire plus d'un seul coup. Mais tu gâches tout en me mentant sciemment. Pour cela, tu vois, je t'en voudrais. Je ne mérite pas ça, Antoine. Cette fois, le couple ne dort pas du tout. Fâcheries, cris, pleurs et grincements de dents jusqu'à l'heure du petit déjeuner. On n'en sort pas. Antoine est effondré. Je n'y comprends rien. Rien. En somme, je deviens amnésique. Si c'est la version à laquelle tu préfères t'en tenir, dans ce cas, parle-en à Georges. Georges, c'est le docteur Georges Regard, copain d'enfance de Solange, témoin à son mariage et, depuis, devenu aussi ami d'Antoine. Et c'est avec lui que va se dérouler une investigation dont le résultat défie la raison. Tu as vraiment fait cette confession en pleine nuit à Solange ? C'est ce qu'elle dit. Et je ne vois pas pourquoi je ne la croirais pas. Tu n'as pas parlé en dormant ? Non ? Elle affirme que j'étais éveillé, les yeux bien ouverts et que j'ai conversé avec elle. Je disais que j'étais désespéré par quelque chose que cette fameuse Nadia voulait faire. Mais que Nadia était un secret, que sais-je encore ? J'ai pleuré, j'ai demandé pardon, je me suis rendormi, mais je n'en ai aucun souvenir. C'est affolant. Dis-moi, entre hommes, tu n'as pas... Enfin, tu ne trompes pas ta femme. Non, mon vieux, et je n'en ai aucune envie. Mais tu vois, il m'est venu une idée. Non, c'est idiot, dis toujours. Ces derniers mois, j'ai été assez occupé, avec des horaires infernaux, irréguliers. Je suis allé au siège social à Paris, j'ai passé des week-ends en séminaire. Supposons, je dis bien, supposons, que Solange imagine que j'ai pu avoir une aventure pendant mes déplacements d'affaires. Elle prêche le faux pour savoir le vrai. Cette scène nocturne, elle l'invente pour provoquer une réaction. Ce serait une bonne raison pour que je ne m'en souvienne pas. C'est maintenant que tu délires, Antoine. Solange te fait un numéro de vaudeville. Votre relation est au-dessus de ça, d'abord. Ensuite, en te lançant ce prénom, elle n'aurait une chance de te démasquer que si elle te soupçonnait. De courir précisément après une certaine Nadia. Et tu n'en connais aucune. Tu as raison, Georges. Alors, c'est vraiment moi qui déjante, c'est ça ? Mais non, n'emploie pas de grands mots. Pas de quoi s'inquiéter. Le médecin étire un sourire crispé qui contredit ces paroles rassurantes. Et puis, ses sourcils se froncent. Attends un peu, Antoine. Ça me rappelle quelque chose. J'ai lu ça il n'y a même pas très longtemps. Ne bouge pas, je vais le retrouver. Il se plonge dans une pile de journaux professionnels, feuillette, parcourt les sommaires et s'éclare soudain. Voilà, je savais bien. C'est ça, les nouvelles molécules. Oui. Association du fluorophényl et de la benzodiazépine. Antoine, ces comprimés que je t'avais prescrits quand tu m'as parlé de tes difficultés à t'endormir, est-ce que tu les prends toujours ? Oui, bien sûr. Je suis un patient obéissant. J'ai mon coup de barre vers minuit, et si je résiste, après c'est la croix et la bannière pour trouver le sommeil. Alors j'avale une de tes pilules bleues, et ça marche très bien. Tu crois que ce serait tout bêtement ça ? Un médicament qui me fait délirer ?
qui me pousse à inventer des trucs, littéralement à dormir debout? Minute. Ce n'est pas aussi simple. À la base, oui, ton expression est assez juste. Dormir debout, c'est à peu près ça. Regarde cet article. C'est un peu technique, mais c'est clair. Jusqu'ici, on provoquait le sommeil par des barbituriques, qui présentaient pas mal de dangers. Ces nouveaux produits ne sont pas des somnifères classiques, mais ce que l'on appelle des endormisseurs. C'est moins nocif, notamment du point de vue de l'accoutumance, mais de nombreux médecins constatent chez leurs patients des effets secondaires. Eh bien voilà, c'est mon cas. Ça me rassure, tu sais. Prête-moi vite cette revue. Je vais la faire lire tout de suite à Solange pour qu'elle puisse rire un bon coup avec moi. Je t'ai dit que ça n'explique pas tout. Les effets secondaires mentionnés ne comprennent ni le délire ni l'invention. Il s'agirait d'un état de conscience modifié proche de l'hypnose. Le sujet semble éveillé, il parle, mais en fait, il libère un certain nombre de couches de sa mémoire. Des choses qu'il garde pour lui lorsqu'il contrôle normalement sa volonté. Tu veux dire un effet genre sérum de vérité? Oui, si tu veux, pour simplifier. Le docteur reprend un air grave. Donc, nous savons pourquoi tu as laissé échapper cette confidence embêtante. Le somnifère avait annihilé tes barrières de contrôle. Mais cette Nadia, ce n'est pas une molécule chimique qu'il a inventée. Alors maintenant, jouons carte sur table. Il y a longtemps que tu as cette liaison? Ah non, pas toi, Georges, pas toi. Je n'ai pas de liaison. Enfin, quel intérêt aurais-je à te mentir? Ok, je te crois, Antoine. Seulement, d'où vient alors ce prénom, Nadia? Et qui est cette femme qui te tracasse au point qu'elle ressurgit lorsque tu es sous l'effet de ces médicaments? Aucune idée. Voyons, cherche bien. Une fille que tu aurais connue avant ton mariage? Combien de fois faudra-t-il te répéter que je n'ai jamais eu dans ma vie, de près ou de loin, aucune femme prénommée Nadia? C'est insensé, enfin. Je ne suis pas un Don Juan tel que je puisse oublier le nom d'une de mes conquêtes. Ou alors, je deviens gâteux? Calme-toi, voyons. Il doit bien y avoir une solution. Cherchons-la. D'accord, Georges. Mais si ça ne te fait rien, j'aimerais que nous la cherchions à 3. Qui se joint au club? Solange. Eh oui, mon vieux. Je l'aime et je veux qu'elle sache bien que je n'ai rien à lui cacher. Les messieurs diront « C'est une belle preuve de sincérité qu'Antoine donne là ». Et les dames, qui ressentent mieux les nuances, répondront « Oui, mais c'est une belle preuve d'amour de Solange si elle accepte ». Car il n'est pas facile pour la jeune femme de participer à la recherche de cette fameuse Nadia dans les recoins les plus privés de la vie de son mari. Que ne risque-t-on pas de découvrir en ouvrant les grilles des jardins secrets? Mais Solange et Antoine s'aiment vraiment, et Georges est un ami dévoué. C'est donc un trio uni qui entame l'étonnante enquête. Trio uni, mais perplexe. Ils en passent des soirées à échafauder des hypothèses, à passer en revue les moindres souvenirs d'Antoine et ceux aussi qu'ils ont en commun. Pas trace de la moindre Nadia, ni de ce qu'elle voulait faire et qui semblait tant désespérer Antoine. Celui-ci propose d'absorber à nouveau une dose du médicament incriminé et d'en attendre les effets en présence de ses complices. Échec total. Il ne s'endort même pas. Le médecin explique. Pas étonnant. Je vous l'ai dit, ces endormisseurs aident à plonger dans un état propice au sommeil. Ils aident à dormir celui qui désire dormir. Mais notre pauvre Antoine est si tendu, il ne cherche qu'à savoir. Donc, au contraire, il mobilise sa conscience. Et c'est finalement Solange qui trouve peut-être la bonne voie. Dis-moi, Georges, comment disais-tu que l'on appelle techniquement ces somnifères? Des hypnotiques, pourquoi? Parce que
Si je me rappelle bien, avant de t'installer dans ce cabinet traditionnel, tu t'intéressais aux médecines différentes, à l'hypnose en particulier. Tu pratiques toujours ? Oh, je te vois venir, toi. Mais je t'arrête. Il y a longtemps que j'ai cessé, au profit de pratiques mieux admises dans notre belle province. Rappelons que nous sommes en 1961. Mais Antoine, prêt à tout tenter, saisit la perche. Mais oui, Soso a raison. On l'a vu, l'effet de ces médicaments n'est pas certain, pas contrôlable. Mais tu pourrais par contre me soumettre à une hypnose que tu maîtriserais, pour obliger en quelque sorte mon subconscient à revenir précisément sur cette Nadia et essayer d'en savoir plus. C'est ainsi, sur l'insistance pressante du jeune couple, et aussi parce que le cas l'intrigue, que le docteur Regard en est venu à cette séance d'hypnose à laquelle nous avions commencé d'assister au début du récit. À la demande d'Antoine, la règle du jeu est la suivante. Solange sera présente pendant toute la durée de l'expérience, laquelle sera intégralement enregistrée. Puis, Antoine pourra entendre la bande pour prendre à son tour connaissance de la solution de ce mystère enfermé quelque part en lui-même. Il n'a pas été difficile de plonger le patient dans un état hypnotique, car il s'y prêtait cette fois de toute sa bonne volonté et sans aucune résistance. Quelques balancements d'une petite cuillère d'argent dans la pénombre et la voix monocorde du docteur entraînent Antoine dans un sommeil de plus en plus profond. Le praticien pose à chaque étape une ou deux questions pour contrôler qu'il garde bien le contact. Antoine répond d'une voix un peu traînante, mais de plus en plus assurée. Les barrières tombent l'une après l'autre. Enfin, le médecin sent le moment venu. Maintenant, Antoine, tu vas aller retrouver Nadia. Est-ce que tu désires la retrouver ? Oui. Oui, je voudrais bien. Eh bien, va la rejoindre. Parle-lui si tu veux. Le gros magnétophone tourne lentement ses bobines. Solange, assise dans le canapé au fond de la pièce, retient sa respiration. Antoine s'agite, semble ressentir une présence. « Nadia, je t'aime, Nadia. » Solange s'est mordu la lèvre. Georges lui fait un signe apaisant et se penche. « Où es-tu, Antoine ? » Dans la voiture. Tu conduis une voiture ? Non. Nadia conduit. Où allez-vous ? Je ne sais pas. Il fait froid. Que dit Nadia, Antoine ? Elle dit qu'elle ne veut pas. Qu'elle ne veut pas de l'enfant. Elle dit que c'est à moi de le garder. Notre enfant. Moi, je dois le garder et en parler à ma femme. Je ne peux pas. C'est trop difficile. Je t'aime, Nadia. Dans le cabinet du docteur Regard, le gros magnétophone n'enregistre plus qu'un double sanglot. Celui de Solange, qui craque malgré son courage, et celui d'Antoine, qui pleure dans sa transe hypnotique. Il ne peut plus parler, et, de toute façon, le docteur a décidé d'arrêter là cette pénible épreuve. À son réveil, Antoine cherche Solange. Le médecin semble gêné. Elle est sortie un moment. Ça a été un peu difficile pour elle et... Il s'est passé quelque chose de grave, hein ? De quoi te souviens-tu, Antoine ? Mais de rien, bon sang. Encore un coup. Fais-moi écouter cette bande. Non, ce n'est pas prudent. Je ne t'ai fait aucune suggestion pour oublier le contenu de la séance. Si, à nouveau, tu ne parviens pas à rappeler le moindre souvenir à ton conscient,
c'est qu'il s'agit d'un blocage majeur, un garde-fou contre la violence de cette révélation. Il vaut mieux attendre que cela te revienne naturellement. Ah non, je veux savoir. Je ne veux pas rester le seul à ignorer mes propres affaires. Et je ne peux pas attendre en laissant Solange comme ça. J'exige d'entendre la bande. Georges passe dans la salle d'attente pour faire part à Solange du désir de son mari. La jeune femme n'en peut plus. Je suis trop secouée. J'ai eu mon compte pour ce soir. Sois gentil. Appelle-moi un taxi. Je rentre. Je vous laisse continuer. Je vais essayer de digérer tout ça. 2 heures plus tard, elle essaye de retrouver le calme entre un verre de scotch et une cigarette lorsque le téléphone sonne. C'est Georges, Solange. Je suis à l'hôpital. Il est arrivé quelque chose. C'est ma faute. Antoine écoutait le magnéto. Quand il est arrivé à l'histoire de l'enfant, il s'est levé. Je n'ai pas eu le temps de le retenir. Il a foncé droit devant, vers la fenêtre. Non, ce n'est pas grave. Des coupures au visage, aux mains. Mais c'est le reste qui est inquiétant. Le reste, c'est l'état mental d'Antoine. Il a plongé brutalement dans un état de dépression profonde. Il semble totalement fermé au monde extérieur. Une semaine plus tard, un spécialiste explique à Solange: « Mon confrère m'a raconté comment la crise s'est déclenchée. J'ai bien étudié le comportement de votre mari. Observez ses attitudes. Voyez l'expression préoccupée qui passe souvent sur son visage. En fait, il cherche. Et il est vraiment incapable de retrouver le moment de sa vie où ces événements se sont produits. Quel est cet enfant secret? C'est si grave pour ce garçon qu'une part de lui a totalement refoulé cet épisode. Un blackout absolu. Et néanmoins, une autre part de lui-même, celle qui a envie d'être claire vis-à-vis de vous, cherche sincèrement. Vous pourriez peut-être l'aider. Mais non, docteur. Je croyais qu'il me disait tout. Il ne sortait presque jamais. Je ne peux même pas imaginer à quel moment de nos 5 années de mariage il a eu cette liaison. C'est dommage, madame, car il est probable que tant qu'il n'aura pas réussi à reconstituer ce souvenir enfoui, votre mari continuera ainsi à errer en lui-même. Alors, courageusement, Solange Grimaud va continuer seule cette quête. Imaginez l'amour qu'il faut à cette petite femme pour aller interroger les collègues de son mari, ses anciens amis, ses camarades d'études. Rien sur Nadia. Mais entre-temps, elle a alerté dans une lettre les parents d'Antoine, qui habitent bien loin, au Québec. Et voici que, dans le petit pavillon toulousain, débarque ce couple. Des commerçants dans la soixantaine, réservés, inquiets. Et c'est là que la vérité va jaillir, imprévue. Après une première visite à leur fils, prostré et amaigri, les parents Grimaud, Adèle et Jean, passent la soirée avec leur belle-fille. Jusqu'à présent, elle n'a parlé que d'une dépression chez Antoine. Mais le soir, estimant qu'ils ont droit à des détails, elle essaye de raconter. Non, c'est trop dur pour moi. Tenez, j'ai conservé la bande magnétique. Écoutez-la, vous comprendrez. En entendant l'enregistrement, l'expression des Grimaud change. Arrivé à la scène cruciale, Jean se cache le visage dans ses mains. Sa femme lui entoure les épaules de son bras. « Jean, il faut le lui dire. C'est tellement incroyable. Voyez-vous, ma petite Solange, cette Nadia existe. Mais elle n'est pas la maîtresse d'Antoine. C'est sa mère, sa vraie mère. » Solange est sidérée.
le père Grimaud a soudain vieilli de 20 ans. J'ai eu cette aventure la première année de notre mariage. J'ai tout avoué à mon épouse. J'ai cessé de voir Nadia. Mais, un peu tard, elle était enceinte. Nadia était très jeune, instable. Elle voulait faire l'artiste aussi. Elle ne voulait pas cet enfant. Mais en 1932, au Canada, l'Église était très présente dans nos vies. Un avortement était impensable et dangereux aussi. Nadia a accouché dans un hameau isolé. Personne de notre entourage ne l'a su. Et un jour, elle est venue en voiture, en bas de chez nous. Elle m'apportait le bébé. Elle ne se sentait pas capable de l'élever. Elle me l'a laissé. Je ne l'ai jamais revue. Adèle, voyez-vous, a été merveilleuse. Elle a déclaré Antoine comme son enfant, et elle a vraiment été sa mère. Solange n'en revient pas. Ainsi, c'est cela le secret qui rend Antoine malade. Et depuis quand lui avez-vous dit la vérité? Depuis quand sait-il qu'il est votre fils, Jean, mais pas celui d'Adèle? Il ne m'en a jamais parlé. Le père Grimaud marque un silence, puis il lâche l'étonnante révélation. Mais c'est cela qui est fantastique. Personne ne lui a jamais rien dit, ni sur Nadia, ni sur l'abandon. Cette scène qu'il revit à voix haute, Nadia et moi sommes seuls à l'avoir vécue, sur une route du Québec, le 4 novembre 1932. Seul? Non. Quelqu'un d'autre était là, qui ne pouvait pas comprendre. Quelqu'un qui, selon nos connaissances scientifiques actuelles, ne possédait encore ni la notion de la souffrance morale, ni celle de la séparation, ni même le langage, mais qui a pourtant enregistré chaque seconde de ce moment crucial de sa vie. Sur la banquette arrière, il y avait Antoine, un bébé de 8 semaines. Voilà qui est bien interpellant, n'est-ce pas? Le pouvoir de la mémoire à ce point-là, cette force qui garde en elle toutes ces choses, tous ces moments qui peuvent être des traumatismes et rester comme ça, cachés au fond de nous toute la vie. J'espère donc que cette histoire vous aura plu, autant qu'à moi, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre lecture, pour peut-être aussi les énigmes du vendredi, et bien sûr, un petit instant, si vous avez aimé, pensez à liker, à partager, c'est très important, faites connaître mes vidéos si elles vous plaisent, et abonnez-vous. Un grand merci d'avance, et à très bientôt.